l'état de l'art actuel dans l'IA générative permet la création des modèles 3D et représentation des avatars, des objets, des mondes virtuels. Par exemple, il y a un calcul qui disait que pour une requête à GPT-3, on a besoin de 500 millilitres d'eau. Donc effectivement, les buts de mon keynote aujourd'hui, c'est non seulement de vous présenter l'état de l'art de l'IA en VR, mais aussi de démontrer les chemins possibles de développement en fait, dans ces domaines. Oui, d'accord, merci. Ok, donc commençons. Donc, qu'est-ce que l'IA aujourd'hui? Donc, nous vivons un temps extrêmement intéressant et je dirais oui, enfin unique parce que la pléthora des services basés sur l'IA est énorme. Par exemple, sur le panneau à droite, on a 120 services basés sur l'IA qui aident à générer les vidéos, booster la productivité, aident dans le marketing. Donc sur un site de AI Club, AI Tools Club, on en trouve 1113 solutions avec la liste des domaines bien élargie. Et je me suis permis aussi de faire une petite liste qui représente les solutions les plus intéressantes et les plus répandues dans la génération. Donc, on a la génération de la langage, on a la génération de l'image, des musiques, de la voix à partir d'un texte écrit, et aussi donc du coup les solutions deepfake qui permettent de générer tant que le vidéo et audio en fait à partir des inputs texte. Donc on a vu les modèles unimodal en fait, donc le développement bien fort des modèles unimodal, mais on voit une tendance très forte pour la multimodalité. Donc, dans multimodalité, il faut distinguer deux approches pour la représentation des données multimodales. Donc, soit sur un espace latent commun, comme c'est le cas des modèles de Perciver, où on prend les features, on représente chaque modalité différemment, séparément, et après on multiplie les matrices qui le représentent sur le même espace latent, ce qui est le cas de modèle clip. Donc, dans on voit bien que les architectures dont ces modèles utilisent, c'est plus le transformer. En fait, aujourd'hui, les transformers dans les classiques, c'est a pris le relais, et surtout les mécanisation qui a fait une grosse révolution. Mais aussi en même temps, on voit que, en fait, là, je donne l'exemple de quelques datasets de images-texte multimodales. On voit que la quantité de données est quand même importante pour entraîner ces types de réseaux de neurones. Parmi les plus connus datasets, on peut citer ImageNet, OpenImages, Concept 12M. Ok. Et sans dire que, par exemple, Clip lui-même, il a été, donc ces modèles très performants, il a été multimodal, qui était entraîné sur 400 000 paires images-texte. Donc, on voit bien que la quantité de données est quand même importante pour ce type de génération. Donc, le développement d'un multimodalité 2D a mené à l'état de l'art pour la génération multimodale en 3D. Et par exemple, avec les modèles tout récents, Panohead, on peut générer les têtes humaines à partir des images 2D, tout simplement. Et un autre modèle, dont Nerf, il propose la solution où on peut générer les objets, pas seulement les têtes humaines, mais les objets, n'importe quel objet, à partir d'une image 2D. Donc on peut générer les modèles 3D à partir de cette représentation. Donc, si on continue dans ces domaines de génération en VR, on peut non seulement créer les objets, mais on peut aussi l'appliquer à la génération des avatars. Donc, soit on peut générer la pose,
la pose d'un utilisateur en VR en utilisant l'information dont les reçoit. Voilà comment ça marche. Où on peut animer l'avatar, la tête parlante, on va faire la tête parlante à partir d'un texte. Et c'est avec le modèle Audio to Face qui est intégré dans la solution NVIDIA Omniverse. Donc c'est un API qu'on peut utiliser en fait et générer et comme ça animer le caractère dans les jeux vidéo 3D qui de base n'ont pas été conçus d'être interactifs. Donc on peut carrément animer cette interaction avec les joueurs. Voilà, donc l'IA générative peut aussi être utilisée pour la création des objets à partir d'un texte, parce qu'avant, on a vu qu'on peut le faire avec, dans l'animation 2D, mais là, en fait, à partir d'une image, mais on peut aussi utiliser le texte prompt, décrire qu'est-ce qu'on veut créer en tant que les prototypes. Et en fait, on va recevoir un modèle 3D. Il y a déjà des solutions, par exemple, comme 3Dify AI, qui propose une telle solution qui justement permet de générer à partir d'un thème prompt. Là, par exemple, on va générer une épée en 3D. Après, si on regarde plus loin, enfin, c'est un peu la critique de ce service qui disait, bon, ça remplace quand même le travail des humains, c'est pour le prototyping plutôt rapide, parce qu'il y a quand même des artefacts qui peuvent apparaître si par exemple on utilise cette génération. Mais voilà, à partir d'un input textuel, on reçoit un modèle 3D qu'on peut exporter et utiliser dans les jeux. Ou par exemple, il y a une autre solution qui permet de générer de Niantic Scanning Framework, qui permet de scanner l'objet qu'on veut cloner dans l'espace virtuel. Donc on prend les téléphones, on le scanne et en fait après on fait le cloning de cet objet. Donc on le modélise pas, on le juste clone dans l'espace VR, enfin l'espace 3D en général. Et ça je trouve que c'est aussi impressionnant que la génération pure même. Et voilà, donc par exemple il y a une box et on va la cloner autant des fois qu'on a besoin. Très bien. L'IA générative peut aussi être utilisée pour la création des mondes 3D. Des mondes 3D, on peut utiliser, il y a par exemple la solution Instaverse par le lab Lumine AI, qui permet à partir d'un texte prompt, créer un monde explorable 3D. Après, on voit bien qu'il y a des limites quand même, donc ça génère une première représentation. Après, si on essaie de voyager plus loin, on est quand même un peu limité. On peut aussi, avec un texte prompt, donc à partir d'un texte, créer le Skybox. Donc, qui est par exemple la solution de Skybox AI par Blockade Labs. Et là, par exemple, on voit qu'en fait, ça génère ces genres de images panoramiques en gros. Donc, on crée à partir d'un texte input une image panoramique comme celui-ci, après qu'on peut exporter et du coup importer dans notre jeu après coup. D'accord. Donc, avec toutes ces beautés dont l'IA générative peut nous apporter dans la création, dans sauvetage de temps, il y a quand même un grand impact environnemental. Et on parle ici non seulement de c'est pas seulement lors de l'entraînement qu'on utilise beaucoup de l'énergie, parce qu'on a vu pour entraîner quand même un réseau de neurones sur 400 000 paires d'entrée, on a besoin de beaucoup d'énergie. Mais on parle aussi, même au niveau de l'inférence, en fait, qu'on a entraîné les modèles, on l'a déployé sur une machine, sur un cluster. Dès qu'on fait la requête, c'est non seulement la consommation de cette requête, mais aussi le refroidissement de toutes ces machines qui travaillent. Par exemple, il y a un calcul qui disait que pour une requête à GPT-3, une seule requête, on a besoin de 500 millilitres d'eau, enfin
2000 litres d'eau pour refroidir tous les systèmes qui participent l'ensemble des systèmes qui participent à la génération de ces textes. Donc effectivement, on a une utilisation des ressources naturelles bien considérable. Voilà. Et si on parle dans les contextes des VR, on comprend qu'il y a aussi la limitation des ressources de notre device, parce que la batterie, si par exemple on installe l'IA sur le device, l'utilisation de la batterie elle est bien considérable. Voilà, donc, et qui par exemple peut ne pas permettre en fait faire la génération en temps réel, surtout au niveau visuel. Donc, la solution possible à cette problématique peut être l'informatique neuromorphique et les réseaux en impulsion, donc Spiking Neural Network en anglais, qui permet en fait de réduire la consommation énergétique lors de l'entraînement, lors de l'inférence, qui est aussi bien rapide. Oui, en gros, en fait, on gagne beaucoup. En fait, on gagne en rapidité, on gagne en sauvetage des batteries, donc la batterie n'est pas usée aussi rapidement parce que donc du coup on n'a pas besoin aussi de l'énergie pour camper les choses. Et lors de l'entraînement, effectivement, on perd pas autant de l'énergie non plus. Donc, en quoi en fait consiste cet avantage de l'informatique neuromorphique par rapport au système de calcul conventionnel. Donc aujourd'hui, on a les systèmes qui sont basés sur l'architecture von Neumann, qui implique la séparation physique de la mémoire et des unités de calcul. Donc, pour justement faire le et en fait, ça demande aussi le va-et-vient dans les deux sens, en continu, pour qu'on puisse continuer à faire les calculs et voilà. Et les stocker, calculer, stocker, calculer, stocker. En fait, il y a même les calculs qui disaient que 30% de l'énergie dans les mondes entiers de la consommation dans l'année, 30%, est justement utilisée pour ces transferts des données. C'est énorme, 30% quand même. Donc, ça, c'est une première chose, en fait, c'est justement comment faire donc pour faire les calculs in memory, donc comment faire les calculs directement sur unité de calcul et les stocker. Et l'autre problème, c'est les clockwise signal, donc le signal synchronisé. Donc, on aspire vers l'architecture basée sur événements qui permet en fait d'utiliser de manière asynchrone distribuer ces calculs sur les différents nodes, et comme ça on ne perd pas le temps, on ne perd pas l'énergie dans ce stockage en fait des tâches qu'on doit faire dans la computation conventionnelle. Donc, et justement pour ce type des calculs, on a besoin d'un nouveau type d'IA. Donc cette IA, donc Spiking Neural Network, ils sont appelés la troisième génération d'IA, donc la troisième génération de réseaux de neurones. Donc c'est réseau des impulsions, parce que justement ils sont plus neuromorphiques, parce que notre cerveau il n'a pas besoin autant d'énergie en fait pour travailler. Il travaille justement de manière in memory et de manière asynchrone. Donc du coup comment on peut adapter nos systèmes physiques et nos systèmes de calcul, nos algorithmes pour travailler comme notre cerveau en fait, et consommer du coup moins d'énergie, gagner dans la rapidité, etc. Oui, justement. Donc voilà, l'informatique neuromorphique nous permet de faire un petit pas envers cette solution. Et je vais vous montrer par la suite en quoi ça consiste. Donc, pour justement gérer ces transferts, cette communication des spikes, cette communication binaire, est-ce qu'il y a le spike, est-ce qu'il n'y en a pas de spike, et il faut aussi savoir s'il n'y a pas de spike, il n'y a pas de consommation énergétique. Donc on transfère l'information, on consomme l'énergie seulement s'il y a l'information transférée. Je vais en parler plus après. Mais en fait, ces protocoles de transfert de spike, donc AR, Address Event Representation, il est apparu il y a 30 ans.
Il est déjà utilisé pour construire toute une famille de solutions de devices neuromorphiques. Donc, tant que les capteurs neuromorphiques comme Dynamic Vision Sensor, donc le caméra dynamique comme comme les Artificial Ear, donc l'oreille artificielle, mais aussi pour l'architecture orientée événements tels que Spinnaker ou Loic-Hippus qui sont bien énergétiques. Je vais vous démontrer ça. Donc, bien sûr qu'avec une telle promesse de l'économie de l'énergie, de l'économie des batteries, il y a déjà des patents, des Apple, comme par hasard, qui parlent de l'intégration de ces types de devices à l'intérieur des casques virtuels. Donc, ça parle de caméras dynamiques qui peuvent par la suite être intégrées dans les casques de nouvelle génération. Et du coup, pour traiter ces données en temps réel, on devra en fait avoir des réseaux à impulsion parce que la nature de ces données est time distributed, donc elle est distribuée dans les temps. Donc, parlons un petit peu plus de ces capteurs pour ceux qui ne savent pas comment marchent ces genres de capteurs, donc les caméras dynamiques. Ils simulent notre perception, en fait, la perception de spike, la perception de l'information par un œil biologique. Donc, notre rétina, notre matériel biologique, notre œil, il ne perçoit pas l'image en entier. Il perçoit le spectre des luminosités. Donc, plus lumineux vient en avant et plus sombre vient après. Et donc, ça, ce spectre, il vient. Et après, c'est notre cerveau qui construit l'image en entier. Voilà, c'est notre cerveau fait un grand boulot, justement. Et donc, du coup, on voit bien que... avec ces types de caméras, ils sont très rapides. Ils sont vraiment très rapides, c'est-à-dire qu'on ne va pas calculer toutes les images en entier. Ça change. Ils sont aussi appelés les capteurs de la détection des changements des mouvements, parce que justement, ils sont... il permet vraiment de calculer ça dans les temps réels. Ils sont très robustes dans les conditions des sombretés, par exemple, dans les conditions où il y a beaucoup de bruit, parce que justement, il permet de capturer l'information la plus pertinente par rapport à l'image en entier. Eh bien, pour traiter ces types de données, donc on voit bien, c'est dans la représentation 2D ici, comment ces inputs arrivent sur Retina. On voit bien qu'il y a la distribution dans les temps. Donc, pour traiter ces genres de inputs, on a besoin des Spiking Neural Network, on a besoin de réseaux impulsion. Ok, alors les caméras dynamiques font partie d'une famille des capteurs neuromorphiques. Donc on a aussi, comme j'ai déjà mentionné, c'est Artificial Ear, donc l'oreille artificielle qui est basée sur le même principe en fait, mais juste par rapport à audio. Il y a aussi les capteurs d'olfaction. Qui sont déjà existants. À part des capteurs, on a aussi les plateformes de computation. Donc, on trouve les solutions telles que grandes plateformes comme Spinnaker, True North, ou par exemple le puce Loihi, qui sont les puces vraiment petites. En fait, ils sont vraiment scalable en fait. Déjà, une petite puce peut faire les calculs et vous rajoutez les puces sur les bords, ça vous fait plus des calculs, donc vous pouvez déployer un réseau plus grand. Et après, vous pouvez carrément avoir des centres des computations comme Spinnaker déployés accessibles à la remote et qui permet en fait de faire les calculs et l'inférence des données neuromorphiques. On peut aussi adapter les devices qui n'ont pas été conçus en tant que neuromorphiques, par exemple les FPGA, on peut les adapter au calcul neuromorphique aussi. Donc, avec une telle portabilité et rapidité et la possibilité de traitement en temps réel et surtout traitement en temps réel des données reçues de ces capteurs neuromorphiques, on voit une grande
un grand potentiel, non seulement dans les applications dans les domaines médicaux, voilà, pour tout genre des capteurs, de l'état physique de l'humain, mais aussi dans les jeux. Donc pour immersion totale de notre utilisateur dans les mondes virtuels, donc avec toutes les sortes de feedbacks possibles à travers de ces inputs et les calculs en temps réel qu'on peut avoir avec ce type de device. Pour pour confirmer en fait cette consommation basse, je vous cite les recherches de professeur de l'université de Manchester, qui est aussi le directeur de recherche appliquée dans les cerveaux, de cerveau en fait, qui dit qu'ils ont testé cette puce Loihi avec des plateformes de computation conventionnelles, à l'occurrence GPU. Ils ont démontré la diminution de consommation énergétique fois 109. Et s'ils passaient à calculer, faire les calculs, donc l'inférence sur les systèmes spécifiques pour IoT, donc qui sont déjà optimisés et qui doivent déjà être très bien pour ces genres de types, donc pour la consommation, ils ont démontré quand même avec ces systèmes, cette puce-là, elle peut consommer 5 fois moins d'énergie que ces systèmes adaptés. Puis, ils ont aussi augmenté les réseaux pour voir en fait comment ça implique, quelle consommation on va avoir donc sur ces deux, donc le device neuromorphique, sur l'OIHI du coup, et sur le système IoT. Ils ont vu que étant augmenté 50 fois le réseau déployé sur ces puces, il consomme seulement 30% de plus d'énergie, alors que les devices IoT spécialisés, donc le système IoT spécialisé, il consomme 500 fois plus. Ils sont plus capables de faire les tâches en temps réel, alors que les puces Loihi il restait, même avec cette scalabilisation, en fait, scalability, il restait toujours performant dans le temps réel. Voilà. Donc, on a parlé un peu de l'informatique neuromorphique. Parlons un petit peu des réseaux impulsion, donc comment ça marche à l'intérieur. En fait, donc, comme j'ai dit, c'est très neuromorphique dans le sens que ça simule le transfert des données entre deux neurones de l'être biologique, donc humain, animal, voilà, de l'être biologique. Et la formule mathématique pour décrire ces transferts, notamment ces action potential, donc potentiel d'action, elle est décrite par les modèles mathématiques du courant. Donc, si on a assez de spikes pour produire assez de potentiel pour passer la limite établie, ces neurones, vis-à-vis à ces inputs, ils produisent les spikes pour les neurones dans la chaîne. Donc, il faut passer, en fait, c'est comme les courants, en fait, il faut passer ces thresholds, il faut passer cette limite. Et donc, du coup, vu qu'on travaille avec les données binaires, donc les spikes 0, 1 en tout cas, on a besoin, il y a quelques systèmes de l'encodage de ces informations. Donc, comment on calcule? Est-ce que c'est la densité qui décide? Est-ce que c'est les spikes qui viennent en première qui décident? Il y a quelques méthodes, en fait, d'encoder ces informations pour en tirer l'information plus ou moins sémantique qu'on peut utiliser pour l'entraînement. Et parmi ces méthodes, effectivement, le rate coding et latency coding sont les plus répandus, les plus utilisés dans les domaines. Donc, rate coding, comme j'ai dit, l'information la plus pertinente et la densité la plus grande. Donc, ça permet de créer assez de potentiel pour franchir la barrière de la limite et faire donc du coup l'entraînement. Ou on s'est dit qu'en fait, ce sont les spikes qui viennent en premier qui sont les plus importants. Et tout ce qui vient après, en fait, c'est moins important, donc du coup, moins pris en compte. Voilà. Donc, ce qui touche l'entraînement de ces réseaux donc à impulsion, il y a quelques stratégies. Donc, on peut adapter un ANN classique
pour traiter les données sparses. Il y a des converteurs en fait, qui lui permettent de le faire. Mais ces réseaux, en fait, ils ne savent pas comment traiter l'information en vrai, en fait. Donc, c'est un peu artificiel. Donc, là, les données distribuées dans les temps. Donc, la précision de ces calculs est très basse. Donc, en gros, on peut faire, effectivement, mais on ne va pas avoir une grande performance, une performance de ouf qui nous permettra, en fait, de faire des conclusions fiables à partir de cette conversion. La deuxième méthode, elle est plus intéressante dans le sens qu'on entraîne directement les réseaux impulsion, donc les SNN, soit sur les plateformes classiques, conventionnelles, on peut entraîner Spark Neural Network sur GPU, TPU, mais ça ne sera pas économique. Donc, on ne va pas gagner dans consommation de l'énergie lors de l'entraînement. Dans l'inférence, oui, mais pas lors de l'entraînement. Où on peut, là c'est la solution idéale, on peut entraîner ces types de neurones directement sur les machines neuromorphiques, en fait, sur les devices comme Spanaker, comme les puces Loihi. Et là, en fait, c'est gagnant-gagnant parce que l'architecture même permet, elle est construite pour traiter ces genres des données, ces genres des inputs. Et du coup, il y a une grande, justement, qu'on a vu, une grande baisse des consommations, même lors de l'entraînement. Voilà, consommation énergétique. Aujourd'hui, le champ des architectures qui sont dans ce type de neurones, des SNN, il n'est pas encore trop élargi. Donc, on a le DNN, on a RNN, donc Recurrent Neural Network, CNN, donc Convolutional Neural Network, on a les GAN et on a les LSTM. On n'a pas encore des transformers, mais il y a aussi déjà les recherches qui appliquent justement l'algorithme d'attention pour les données temporelles, enfin distribuées dans le temps. Donc, avec un grand potentiel qu'on a vu, avec un grand intérêt d'application des SNN et de l'informatique neuromorphique, il y a le champ des recherches dans la génération avec ce type de neurones est quasi inexistant. Donc aujourd'hui, si on a même les travaux qui parlent de la génération avec ces genres de neurones, enfin ces genres de types de neurones à impulsion, c'est plus pour créer les données synthétiques et pour augmenter les datasets, mais pas pour générer les modalités en même. Donc moi, j'ai conduit mes propres expérimentations. Et je me suis posé les questions scientifiques. En fait, je voulais simplement savoir et vérifier en fait, comment ces types de neurones se comportent à la génération de l'image. Donc, comment on peut générer... Est-ce qu'ils sont capables de traiter l'information en séquence? Donc, l'information séquentielle des images. Donc, par exemple, on a une image et on a une séquence d'une image. Est-ce que c'est possible de générer une séquence des images à partir de ces types de neurones? Et par exemple, une autre question que je me suis posée, est-ce que la génération qu'on reçoit, est-ce qu'elle est meilleure que la méthode traditionnelle en fait, qu'on peut recevoir avec les réseaux de neurones classiques? J'ai aussi testé c'est le postulat en fait, les data sparse data, donc c'est-à-dire les data à densité faible des événements. Donc on a une image avec très peu d'informations visuelles. Comment en fait ces données sont traitées par les réseaux aux impulsions vis-à-vis aux architectures conventionnelles. Et finalement, je me suis demandé, en fait, est-ce que c'est vraiment possible, avec peu de données, entraîner quelque chose qui va générer quelque chose. Voilà, donc est-ce que la question des données elle est effectivement pertinente par rapport à ces types je voulais vérifier, en fait. C'est dit dans la littérature, mais moi, sans vérifier, je ne crois pas. Voilà. Donc, j'ai fait... cette expérimentation, j'ai construit, vu la nature des données, que sont les données séquentielles, j'avais besoin de cette LSTM, donc Recurrent Neural Network, donc Long Short Term Memory.
Long Short Term Memory, LSTM, donc les réseaux récurrents qui permettent de traiter les données séquentielles. Et, et la partie conva, en fait, les couches convolutionnelles qui vont traiter, en fait, lire les données visuelles. Donc j'ai pris l'architecture qui était proposée en 2019, donc ConvLSTM, c'est une architecture hybride qui contient à l'intérieur de cette architecture, qui contient les couches convolutionnelles suivies par les couches LSTM, donc qui sont capables de traiter cette formation des séquences. Voilà. Donc j'ai fait, voici le setup en fait de cette expérimentation en cours. Hein. Si vous voulez, en fait, c'est décrit dans un article. Je l'ai présenté cette année à la conférence organisée par l'association d'intelligence artificielle à Washington. Donc c'est gratuitement. Cet article est disponible si vous voulez voir plus de détails par rapport à cette expérimentation. Mais en gros, j'ai pris les 3 datasets. Donc on voit ici l'input dont je donnais à un réseau de neurones et le target qu'il devait prédire. Et donc à ces 2 types de neurones, donc conventionnel classique et spiking. Et donc j'ai utilisé MovieMNIST qui a été utilisé au départ en fait avec l'apparition de cette architecture hybride ConvLSTM. J'ai utilisé mon dataset à moi que je construis, SegGraph, qui est on voit bien que l'information est bien sparse. Et en fait, qu'est-ce que ça représente? C'est l'encodage de l'information sémantique musicale en utilisant le système d'encodage que je suis proposé, mais bon, je n'ai pas le temps de le présenter, donc vous devez me croire que chaque image représente un accord dans la séquence. Voilà. Et donc, du coup, pour justement faire correspondre la diversité de données que j'ai eues dans mes données, j'ai aussi construit manuellement les segMNIST. Donc, j'ai construit les séquences des images à partir de fameuses datasets MNIST utilisés dans Visual Recognition. Pourquoi? Parce que, en fait, si on regarde MovieMNIST, on voit bien que les chiffres se répètent. En fait, ce qu'on prédit, c'est pas un nouveau chiffre qu'on prédit, c'est la position des chiffres qu'on prédit. C'est pas le même chiffre. Donc du coup, c'est pas le même niveau de diversité parce qu'en fait, dans ces graphes, on a la génération d'un nouveau accord. Donc on a 4 accords différents, distincts, et ça génère encore un autre accord, 5e accord. Donc là, j'ai fait pareil dans segMNIST. Donc il y a 4 chiffres distincts et ça doit générer un autre chiffre distinct à la fin. Donc, les résultats, donc voilà, les paramètres que j'ai utilisés pour les 2 réseaux, donc ils ont été pareils, absolument pareils, les conditions étaient absolument pareilles. Donc, comme la méthode de validation, j'ai utilisé keyFalse avec le key égal à 5, c'est-à-dire que keyFalse vous permet de faire en fait à partir de qui en fait 3, 5 en fait autant que vous voulez. En fait, moi c'était 5 modèles sur les différentes partitions des données. Et cette information, après la moyenne des performances des 5 est prise en compte. Donc comme ça permet d'objectiviser les résultats qu'on reçoit. Donc faire cette prendre en compte en fait la nature des stochastic gradient descent, en fait, des stochasticités de prédiction qui peuvent être de différents modèles d'entraînement qu'on peut faire. Donc voilà, c'était ma méthode de validation. Donc là, je vous montre, comme je dis, on est en train de présenter, mais là, je vous montre les résultats. Donc le meilleur que j'ai reçu pour la génération, donc du coup sur le petit dataset, donc des 2000. On parle de 2000, c'est petit. Donc j'ai eu 2200 dans les réseaux des deep learning conventionnels. C'est juste pas possible d'entraîner quelque chose sur 200 exemples. C'est juste pas possible. Et là, en fait, ces types de neurones étaient capables effectivement de générer les choses, mais bon, effectivement, si je donnais 10 fois plus, ça donnait les meilleurs résultats, mais ça reste quand même petit pour le deep learning. Ça reste 2000, c'est vraiment petit. Et donc là, en haut, on voit en haut, on voit ce qu'on cherchait à prédire, et en bas, on voit les résultats des prédictions.
donc pour deux types de réseaux. Donc pour le type des réseaux convol-STM, donc traditionnel, et SCONV-LSTM, donc réseau spiking. On voit donc en haut, on a les résultats pour ces graphes et moving list du coup. Et on voit bien que si on a les données très sparses, donc si on a une densité de l'information très basse, on voit bien que les réseaux conventionnels ils ne savent pas trop quoi faire. Il y a beaucoup de bruit en fait. Donc ça génère pas, ça génère pas vraiment les résultats envisageables. Alors que les réseaux spiking, avec les mêmes conditions, avec la même quantité de données, les mêmes paramètres, ils sont bien robustes à ces bruits, justement par cette nature de event-based. Cette génération event-based, basée sur événements. Donc, en conclusion de ces recherches que j'ai fait avec la génération des images avec convol-STM, donc l'application de ces types de réseaux neurones dans ces domaines, effectivement, on peut générer des modalités, la modalité visuelle avec réseau impulsion. On voit bien que les images qu'on a reçues sont bien plus nettes. Il y a l'information spatio-temporelle qui est bien mieux gardée. Et on a vu aussi qu'ils sont bien robustes par cette sparsité de données, donc la densité basse de données visuelles. Et sur peu de données au final, parce que 2000, c'est vraiment peu. Voilà. Et pour finir ma présentation, on a vu que l'état de l'art actuel dans l'IA générative permet la création des modèles 3D et représentation des avatars, des objets, des mondes virtuels à partir d'un texte, d'un prompt texte ou une image en 2 dimensions. On a vu que la possibilité, il y a la possibilité de diminuer la consommation lors de l'entraînement, lors de l'inférence de l'énergie par le système IA si on passe à la computation neuromorphique. Et on a bien vu que l'expérimentation sur la génération des modalités 2D à l'instant, il a montré son efficacité, donc ils sont bien robustes, ils sont bien efficaces dans ce type de tâches sur peu de données. Et finalement, qu'effectivement, ces types de réseaux de neurones et ces types de computing, donc l'informatique neuromorphique, a un grand potentiel dans l'application, dans les mondes verts, pour l'immersion et pour la possibilité d'intégration et les calculs en temps réel et génération en temps réel aussi. Des effets, des outputs à partir des actions que notre utilisateur fait. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.